Alors c'est vrai que mais quand vous m'avez contacté en me parlant de polémique autour de cette épée, c'est vrai que je suis un peu tombée des nues parce que moi je n'ai jamais eu ce retour-là. Peut-être aussi parce qu'elle n'a jamais été exposée seule. Il faut se garder de plaquer sur une époque euh, la société dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes plus à la même époque. Et en dehors de cette considération, comme je l'ai expliqué, cette épée, tout d'abord, elle correspond à l'iconographie de l'archange Saint-Michel. Posé au creux de la baie, entre ciel, sable et marée, le mont Saint-Michel se dresse comme un mirage. Haut lieu spirituel, prouesse architecturale, il fascine autant par sa silhouette que par les mystères qu'il abrite encore. Parmi eux, un détail presque invisible et pourtant saisissant, une épée, celle de l'archange Saint-Michel. Mais ça n'est pas sa présence qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'elle porte, une inscription en arabe. D'abord émerveillé, je me suis laissé happer par une question simple. Pourquoi une écriture arabe sur une épée chrétienne? J'ai alors mené ma petite enquête, filé les indices, recoupé les versions, et ce périple m'a conduit jusqu'à une rencontre unique, celle de Brigitte Galabrin, la personne qui a contribué à la restauration de cette épée mystérieuse. Je te laisse découvrir ce qu'elle m'a confié. Et est-ce que vous pouvez déjà vous présenter brièvement et nous dire quel est le lien que vous avez avec l'épée qui est exposée au Mont Saint-Michel? Alors, je dirais que j'ai un lien avec le Mont-Saint-Michel qui est très fort parce que quand j'étais étudiante en histoire de l'art, j'ai commencé par faire des visites guidées en anglais au Mont-Saint-Michel. Voilà. Et donc, j'ai eu le coup de foudre pour ce lieu, comme tous les gens qui y travaillent d'ailleurs en général. Et à tel point que j'avais passé à l'époque le concours de guide conférencière pour pouvoir continuer à y faire des conférences de temps à autre. Mais je ne m'y voyais pas travailler tous les jours et ne faire que ça, donc j'ai fait d'autres choses et entre autres, je suis devenue donc conservatrice des antiquités et objets d'art du département de la Manche. Donc ce sont des postes qui ne sont pas toujours bien connus, il y en a un par département, ce sont des postes créés après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc on s'occupe du patrimoine mobilier. Donc c'est tout à la fois l'inventaire, la protection, on est assermenté, donc on s'occupe aussi des vols et le suivi des restaurations, les protections monuments historiques. Et puis, dans le cadre de la valorisation, donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'expositions. Et dans le cadre de ces missions, nous devons vérifier tous les 5 ans la présence des objets qui sont protégés au titre des monuments historiques. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les années 90, je suis allée au Mont-Saint-Michel en me disant, mes prédécesseurs ont dû déjà tout inventorier. Et puis, une personne m'a dit, ah, mais vous savez, on a des petites choses dans un coffre-fort. Alors, je m'étais dit, oh là là, ils vont me montrer encore la quincaillerie du 19e, comme je l'appelle, pas toujours respectueusement, parce que c'est très démonstratif, mais pas toujours joli, et puis c'est du laiton. Et on me sort tout un ensemble de bijoux à ma grande stupéfaction. Et en regardant ces bijoux, j'ai dit, mais comment ça se fait que personne ne les a vus avant moi? Donc ils m'ont dit, ah ben c'est parce que, il y a eu un prêtre autrefois qui n'avait pas digéré la loi de séparation de l'Église et de l'État et qui les avait planqués. Et puis, en regardant ces bijoux de plus près, je dis, mais enfin, mais est-ce que vous savez que ça a été fait par Mellerio? On me dit, ah bon, mais qui c'est Mellerio? Bah, j'ai dit, Mellerio, ils sont toujours rue de la Paix à Paris. C'est un des plus grands joailliers qui est arrivé en France au 16e. Ce sont des Italiens et puis ils ont monté l'échelle sociale en devenant joaillier de la cour de Napoléon Ier et Napoléon III. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Je les ai exposés 2 fois parce que donc j'ai fait 2 grosses expos au Mont-Saint-Michel, dont une avec ma collègue. On était 2 co-commissaires d'expo sur merveilles d'or et d'argent et on avait décidé donc de publier parce qu'il y a eu un très beau catalogue qui a été rédigé à ce moment-là. Et puis on a exposé l'ensemble du trésor du Mont-Saint-Michel.
est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire de l'épée, justement, Mm. et à quel moment, par exemple, elle aurait été conçue, par qui? Alors, même si on a une idée après ce que vous voulez nous dire, mais peut-être nous parler de l'ornement. Pourquoi Mm. cette écriture arabe dans la paume? Je vous laisse nous en dire plus parce que ça nous intéresse vraiment beaucoup. Alors, Saint-Michel, tout d'abord, il faut savoir que la représentation de Saint-Michel, cet archange, a eu pendant longtemps dans les mains une lance. Il est représenté avec une lance en train de terrasser le dragon à ses pieds qui représente le mal. Et puis, cette représentation de Saint-Michel, elle va un peu changer à partir de la fin du Moyen Âge à cause de la guerre de Cent Ans entre les Anglais et les Français. Et donc, à ce moment-là, le roi Louis XI va venir au Mont-Saint-Michel en pèlerinage et il va faire de Saint-Michel le patron de la France. Et il va, à ce moment-là, être davantage représenté comme un guerrier, comme un combattant, et on met entre ses mains une épée. Cette représentation était déjà un peu plus ancienne en Italie. Donc l'épée, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la représentation de Saint-Michel. Alors comme ici, c'est pas n'importe quelle épée, le plus souvent, c'est une épée flamboyante, parce que l'élément feu est associé à Saint-Michel. D'ailleurs, sur cette épée, on va avoir un décor de foudre, un peu comme dans l'Antiquité Jupiter, hein, avec dans la main des foudres, donc le signe de l'orage, parce qu'il y a cet élément feu associé à l'archange. Alors, les épées, il y en a eu aussi de mythiques, c'est-à-dire que parmi les reliques du Mont-Saint-Michel, depuis le XIe siècle, on avait une toute petite épée en miniature qu'on disait rapportée d'Irlande, qui aurait aussi servi à combattre un dragon. Et certains militaires venaient au Mont-Saint-Michel déposer leurs épées en ex-voto en remerciement d'une victoire, par exemple. Alors, ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Mont-Saint-Michel, à partir de la Révolution française, a été une prison, d'abord pour les prêtres réfractaires, puis une prison d'État, avec des prisonniers de droit commun, des hommes, des femmes, des enfants aussi. C'était assez terrible. Et en 1863, cette prison est arrêtée. Il y a un décret impérial qui l'arrête. Mais un an avant est arrivé comme évêque de Coutances et d'Avranches, parce qu'il ne faut pas oublier que le Mont-Saint-Michel dépend d'un évêché, un homme qui s'appelle Monseigneur Bravard. C'est un évêque qui est tout à la fois proche de l'empereur Napoléon III et du pape Pie IX. Et donc, tous les ans, il va à Rome demander des privilèges. Et en 1875, il va voir le pape en disant, écoutez, j'aimerais beaucoup que vous autorisiez le couronnement national de la statue de Saint-Michel, une statue qui aujourd'hui se trouve dans l'église Saint-Pierre au Mont-Saint-Michel, donc la petite église paroissiale. Et là, le pape va dire oui. Alors c'est vrai qu'on n'imagine pas aujourd'hui ce que c'était, parce que les couronnements de statues, c'était surtout des couronnements de vierges. Notre-Dame avait été très vénérée dans la seconde moitié du 19e parce qu'il y avait toutes les apparitions, Lourdes, la Salette, voilà, toutes ces vierges. Et là, on demande le couronnement d'une statue qui n'est pas une vierge, mais qui est Saint-Michel. Donc, ils vont préparer ce couronnement de Saint-Michel. La fête aura lieu le 3 juillet 1877. Qui dit couronnement dit couronne. Donc, ils vont lancer une souscription pour récolter de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça va marcher parce que Saint-Michel, évidemment, est une figure de premier plan. Et on a même, j'avais été voir les archives chez Mellerio, il y a même le livre de souscription, il y a toutes les têtes couronnées d'Europe qui vont envoyer des matériaux précieux. Mais ils se trouvent avec tellement de matériaux précieux, justement, qu'ils se disent, on va faire plus qu'une couronne. On va faire aussi des colliers, dont le collier héraldique qui a trait à l'ordre de Saint-Michel, qui a justement été créé par le roi Louis XI à la fin du XVe siècle. Et puis, on va aussi créer une épée. Donc, ça a été fait dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'en cette fin du XIXe siècle, il y a en France, sur le plan politique, la montée du positivisme et puis on commence à être contre les communautés religieuses. Donc, comme ils ont peur au Mont-Saint-Michel, avec la communauté qui est là, de montrer qu'ils sont peut-être un peu trop riches, tous ces bijoux vont être présentés par la maison Mellerio
à l'exposition universelle de 1878. Ils sont présentés vraiment comme des morceaux de bravoure de la maison de joaillerie, parce que c'est vrai qu'il y a eu 12 personnes à travailler sur ces bijoux qui techniquement sont vraiment extraordinaires. Alors l'épée en particulier, elle est vraiment intéressante parce que c'est elle qui va être faite le plus tard. Et elle est faite dans un contexte particulier. À mon avis, au vu de ce que j'ai trouvé dans les archives, il manquait un peu d'argent pour créer cette épée. Donc, Mellerio va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des pins, c'était un peu pareil, des petites épées miniatures qui étaient vendues 10 francs pour essayer de récolter un peu plus d'argent pour arriver à faire cette épée. Mais alors, ce qui est vraiment un peu quand même cocasse, drôle, c'est que cette épée, elle va être offerte par des femmes, alors que c'est vraiment plutôt un objet, je dirais, qu'on met entre les mains d'un homme ou d'un archange, et qui on penserait avoir été offerte par des militaires, par des hommes. Pas du tout, par des femmes. Pourquoi? Eh bien parce que en France, il y a donc eu la loi sur les associations en 1901, mais qui visait aussi justement toutes les congrégations religieuses. Et 600 000 femmes en France vont se révolter contre cette loi. Elles vont déposer une pétition au Sénat et elles vont décider de créer des ligues féminines un peu partout. Donc, elles sont pour le vote des femmes, elles sont aussi pour la défense de la religion, et entre autres, à cette époque-là, on associe Jeanne d'Arc et Saint-Michel. Et donc, les femmes de Bretagne et de Normandie vont s'associer pour créer cette épée et l'offrir en 1910. C'est pourquoi d'ailleurs, parce que là on voit la face avant de l'épée, mais au dos de l'épée, il y a une plaque qui indique que cette épée a été offerte par la Ligue des femmes féminines avec la bénédiction du pape. Et en plus, alors comme pratiquement tous les bijoux, il faut se souvenir aussi quand même que quand ces bijoux ont été faits, alors surtout les premiers en 1877, on est très près de la guerre franco-prussienne de 1870. Alors évidemment, ce n'est pas tellement l'honneur des Français parce que ça a été une défaite. Et donc, les deux statues de Saint-Michel qu'on a dans le département de la Manche, les très grandes, qui se trouvent l'une à la cathédrale de Coutances et l'autre donc dans l'église du Mont-Saint-Michel, mais qui autrefois était dans l'abbaye, ont été offertes comme un vœu. C'est-à-dire que l'évêque, par exemple, avait dit, si les troupes prussiennes s'arrêtent aux frontières de la Manche, j'offrirai une statue à Saint-Michel. Et c'est ce qui s'est fait. Les troupes prussiennes ne sont pas rentrées dans le département de la Manche. Donc, ces bijoux, ils ont aussi été faits pour se rappeler que Saint-Michel avait été vainqueur, et c'est un peu gonflé, pendant la guerre de Cent Ans. Mais on met sous le tapis la guerre franco-prussienne. Alors, c'est pour ça que je vous disais que, par exemple, parmi les bijoux, on a une copie du collier de l'ordre de Saint-Michel de la fin du XVe, créé par Louis XI, quand les Français finissent par être vainqueurs des Anglais. Eh bien, sur cette épée, on va remonter encore beaucoup plus loin, parce que vous voyez qu'il y a un écu émaillé qui est bleu et blanc avec des petites coquilles Saint-Jacques, puisque ça fait partie des armoiries de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Eh bien, ici, on veut se rappeler qu'en 312, l'empereur Constantin, suite à la bataille de Vilnius, va se convertir au christianisme et va faire du christianisme la religion officielle. Donc là, on remonte jusqu'à l'Antiquité. Alors sur la partie horizontale de l'épée, ce qu'on appelle les quillons, vous avez l'inscription qui correspond au nom de Saint Michel, Qui sud Deus en latin, qui est comme Dieu, Michael en hébreu. Alors au-dessus, vous avez des foudres avec un- un- une topaze dans un triangle. Et effectivement, vous avez un quartz fumé avec une inscription en arabe à la gloire de Dieu également.
Eh bien, c'est parce que les commanditaires, d'abord la maison Mellerio, c'était à l'époque des personnes, parce qu'ils étaient plusieurs frères, pères aussi et fils, ils étaient très cultivés. Et les commanditaires, c'était tout à la fois le domaine religieux, c'était donc les joailliers, c'était aussi la communauté religieuse qui était au Mont-Saint-Michel, les architectes restaurateurs aussi du Mont-Saint-Michel. Tous ces gens-là, à l'époque, avaient une culture importante. Et quand on lit le petit livre qui a été fait pour l'exposition universelle de 1878, et dans les archives que j'ai pu trouver, il était explicitement mis que ces bijoux étaient aussi réalisés pour montrer que Saint-Michel était présent dans les trois religions du livre. Donc c'était un symbole œcuménique. C'était pour montrer que Saint-Michel, on le retrouvait tout à la fois dans la Bible, dans le Talmud et dans le Coran. Alors, quant à savoir d'où vient la pierre, ça, je ne sais pas. J'ai regardé évidemment tous les dons qui avaient été faits, mais en ce qui concerne les pierres précieuses, c'était pas toujours indiqué. Les donateurs, pardon, quand ils donnaient quelque chose, c'était surtout le poids de l'or et de l'argent qui était mentionné, mais pas les pierres. Sauf pour un des colliers où là on sait qu'il y avait une topaze d'Espagne qui avait été offerte, qui appartenait à un diadème d'une princesse portugaise. Mais autrement, le quartz fumé, je n'en sais pas plus sur sa provenance. Mais en tout cas, je sais pourquoi. D'ailleurs, même sur les bijoux, les autres bijoux, les colliers, on a des inscriptions aussi en hébreu. On les a donc en latin, en hébreu, et on a ce quartz fumé avec l'inscription en arabe. C'est magnifique. C'est une épée qui... C'est une machine à remonter dans le temps, quoi. C'est Ah, incroyable. totalement. Oh, j'ai passé un temps fou. Je vous dirais que ça fait quand même j'allais dire 15-20 ans que j'écris sur ce trésor parce que à chaque fois, j'arrive à trouver des éléments supplémentaires et en me disant, mais quelle richesse, parce que bon, là, on ne parle que de l'épée, mais il y a aussi un collier symbolique, mais c'est pareil. Je comprends qu'ils aient rédigé un petit ouvrage lorsqu'il y a eu l'expo universelle de 1878, parce que, mais comme aujourd'hui, peut-être encore plus, il faut vraiment donner des clés de compréhension pour savoir mais à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est que tout ce décor, pourquoi il y a eu ces objets de réaliser. Comme je vous disais, moi, quand j'ai partagé cette découverte que j'ai faite fortuite comme ça à mon réseau, aux personnes qui me suivent, c'est vrai que bon, bah, je m'attendais pas forcément à des réponses concrètes, mais je m'interrogeais pourquoi. Souvent, ce qui est revenu, sûrement un vol, les croisades, vous voyez, j'ai traversé beaucoup Ah de, oui, j'ai eu de tout, hein, mais vraiment, j'ai eu de ah tout. oui. Et c'était très important pour moi parce que je n'avais pas de réponse concrète et je savais bien que en face de moi, j'avais pas forcément des personnes qui avaient ni une connaissance de l'histoire, ni de l'art d'ailleurs, parce il Mm. faut les deux. Faut avoir un vrai regard sur l'art et comprendre l'art aussi. Et je vous assure que vous êtes là pour le coup un don du ciel, hein, parce que là, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui donne une réelle réponse. Et là, ouais, alors on sent qu'il reste du mystère. Bon, après, c'est le mystère qui fait avancer et qui fait qu'on Oui. recherche. Sinon, une fois qu'on est arrivé au Mm. bout, je pense qu'il y a même plus de goût aux choses. Ouais. Donc, le côté mystérieux reste. Et en Mm. tout cas, vous apportez une belle réponse. Et j'ai une petite question. Est-ce que cette épée, elle a suscité, mis à part ce que je vous dis là, moi, aujourd'hui, des controverses quant à ce qu'elle contient? Ou est-ce que c'est lorsque moi je vous en ai parlé, que vous vous êtes dit, mais il n'y a pas il y a pas lieu d'être? Et pourquoi justement c'est bien de rétablir une certaine vérité autour de cette épée? Alors c'est vrai que mais quand vous m'avez contacté en parlant de polémique autour de cette épée, c'est vrai que je suis un peu tombée des nues parce que moi je n'ai jamais eu ce retour-là. Peut-être aussi parce qu'elle n'a jamais été exposée seule, mais qu'elle a été toujours exposée dans le contexte du trésor avec les explications qui allaient avec. Donc il n'y avait pas de raison. Et puis en plus, bon, c'est vrai que nous, en tant qu'historiens et historiens de l'art, on essaye toujours d'aller aux sources. Donc là, bah, c'était une chance pour moi parce que chez Mellerio, ils ont toutes les archives sur ces objets.
ce qui a permis d'ailleurs ben, pour moi de rédiger les articles aussi précis que possible. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que sur l'épée, vous voyez que juste sous le médaillon qui est bleu et blanc, vous avez justement la représentation de la couronne qui avait été faite pour Saint-Michel. Donc, il n'y a je dirais, aucun doute par rapport à sa datation déjà. Enfin, il n'y a pas de. S'il y a eu des épées qui sont revenues des croisades, d'abord, techniquement, ça ne peut absolument pas être ce genre d'épée. Je ne suis pas rentrée dans les techniques, mais par exemple, la lame, elle a été faite grâce à l'acide qui permet de laisser les parties dorées, ce que l'on appelle en réserve, dont la technique de l'acide, ça n'est utilisé qu'à compter du 19e siècle, par exemple. Donc vraiment, il n'y a pas de doute sur le style, puis en plus toutes les archives, le contexte. Et il faut savoir aussi que tout ce qui est d'abord des épées en or et en argent, à part les rois, je ne vois pas trop qui aurait pu en avoir. Les épées, elles étaient en acier. Et d'ailleurs, on recherchait les épées espagnoles qui avaient, dit-on, l'acier le mieux trempé. Mais non, ça c'est vraiment une épée, puis en plus flamboyante, c'est une épée d'apparat. C'est une épée en plus qui est qualifiée de symbolique, et pour cause, compte tenu de tous les symboles qui sont dessus. C'est une épée qui est très fragile aussi quand vous voyez le décor. C'est une chance hein, qu'elle soit même arrivée dans cet état jusqu'à nous. Quand vous voyez tout le décor d'émail, ça c'est très fragile, hein, ce décor d'émail. Donc ce ne sont absolument pas des épées faites pour être utilisées. Donc non, c'est vrai que j'ai jamais eu, je n'ai eu en général que des retours émerveillés en disant mais c'est magnifique comme objet. J'ai eu aussi, parce qu'il y avait eu beaucoup d'ateliers pédagogiques autour des bijoux du Mont-Saint-Michel, et c'est vrai que les enfants, alors c'était, ah, c'est Excalibur, c'est l'épée du roi Arthur, quoi. C'était, voilà, une épée un peu fantastique, parce que c'est vrai qu'elle fait fantastique, un peu. Alors que je vais finir sur une question, parce qu'au final, vous avez balayé toutes mes questions par ce que vous nous avez raconté, c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, justement à ceux et celles qui, sans connaître peut-être le contexte, interprètent justement l'œuvre comme peut-être, je sais pas, une provocation, peut-être comme justement un message politique ou autre. Enfin, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je dirais que déjà, il faut se garder de plaquer sur une époque la société dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes plus à la même époque. Et en dehors de cette considération, comme je l'ai expliqué, cette épée, tout d'abord, elle correspond à l'iconographie de l'archange Saint-Michel, dans le sens où il était, je veux dire, c'est une notion qui existe, je crois, dans toutes les traditions du monde, c'est la lutte du bien contre le mal. Donc on le figure de différentes manières. Saint Michel, c'était comme le texte d'Ézéchiel hein, le rapporte, c'est ce qui a beaucoup servi de base, c'est que Saint Michel et ses légions célestes vont combattre Lucifer. D'ailleurs, Lucifer, ça voulait dire le porteur de lumière, parce qu'on nous dit qu'au départ, c'était le plus bel ange de Dieu, mais qu'il a versé du côté obscur, et qu'à la fin de ce combat, justement, on nous dit que Dieu transfère la lumière sur son vainqueur, c'est-à-dire sur Saint Michel. Ça a présidé aussi à la réalisation de ces bijoux, hein. C'est pourquoi je pense qu'on a souhaité y mettre beaucoup de pierres précieuses, de lumière, la lumière étant associée à Dieu. Donc, l'épée, donc, elle est associée à Saint-Michel. Et donc, quand il y a eu la réalisation de ces bijoux, oui, il y a un aspect politique, mais l'aspect politique, il est lié aux guerres de la France contre les Anglais, contre les Prussiens. On est donc dans un tout autre contexte que ceux que l'on peut connaître aujourd'hui. Et donc, cette épée, en même temps, comme je le disais, elle était là pour rassembler, puisqu'on dit bien que on veut rendre hommage à Saint-Michel au travers de cette épée et faire comprendre qu'il est présent dans les trois religions du livre. Donc, au contraire, je trouve que c'est un beau symbole et que c'est pas du tout un symbole de guerre, parce que c'est une épée, mais c'est pas une épée pour servir à tuer, c'est une épée symbolique, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Et donc, elle est là dans un contexte, au contraire, de paix. Et comme je le disais, en plus, elle est offerte par des femmes. Je ne sais pas si vous avez justement un ouvrage que vous avez écrit que vous pouvez nous conseiller sur cette épée ou sur la symbolique ou autre chose. N'hésitez pas, hein. Bien, Ça permet de écoutez, alors le voici, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Donc, c'est un catalogue qui a été donc publié dans le cadre de l'exposition Merveilles d'or et d'argent, trésors cachés et savoir-faire de la Manche. C'est un ouvrage qui a d'ailleurs été primé, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup, beaucoup de recherches et on a essayé de faire avancer les choses aussi sur les orfèvres, parce que enfin, pour ma part, je suis très sensible aux artistes et aux artisans, et on voit bien qu'un objet vit grâce au contexte qu'on lui donne, mais je n'oublie jamais de mentionner tous ceux qui ont fabriqué ces objets et qui étaient vraiment des hommes et des femmes d'exception. On parle aussi des corporations d'orfèvres, parce que c'est vrai que c'est un métier qui a toujours été très contrôlé, comment ça fonctionnait. Et il y a donc tout un chapitre qui est consacré aux bijoux de Saint-Michel. Je Mm. vous remercie infiniment au nom de tous pour Mais le je temps vous que en vous prie. avez accordé. Merci infiniment et au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt.